Je suis paraplégique depuis 3 ans maintenant et je n'ai pas le droit à l'allocation adulte handicapé, car dans son petit commerce, mon mari touche 1 500 € par mois. Nous payons 990 € de loyer pour un logement adapté à mon fauteuil roulant. Nous payons 150 € à ma fille en seconde année de fac pour sa chambre universitaire. Mon fils est à l'internat, 150 € par mois. Et je touche 0 € de la CAF, car les revenus de mon mari débordent. Alors, je souhaite que M. Macron cesse de compter les revenus du conjoint dans l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Avec ces calculs, il fait de nous des gens pauvres. C'est Karine qui m'écrit ainsi, mais je pourrais vous lire le témoignage de Patricia, pour sa fille âgée de 27 ans, les témoignages de Myriam, de Nicolas, de Stéphanie. Vous avez dû recevoir les mêmes à votre permanence ou sur votre boîte courriel, monsieur le rapporteur. Et donc, saisi de cette injustice, vous avez décidé ici, par cette proposition de loi, de réparer cela. Vous avez fait un rêve, donc. Vous avez rêvé qu'un jour, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans cette assemblée de marcheurs, soient votées, je vous cite, diverses mesures de justice sociale. J'allais, mes chers collègues, ironiser sur votre naïveté. J'allais vous rappeler la baisse de l'allocation logement, le gel des pensions agricoles, la suppression des emplois aidés, et pour les riches, la fin de l'ISF, la flat tax, les DITAC, le CICE, 1000 cadeaux. J'allais évoquer, bien sûr, la réforme en cours, la baisse programmée des futures pensions, comme l'annonce AXA, le glissement d'une retraite méritée à une allocation de pauvreté. J'allais vous citer même des petits machins dans les coins, des reculs inaperçus, les fonds sociaux dans les collèges, qui servent à payer des habits, des cartables, des consultations médicales, des voyages de classe à nos enfants les plus pauvres. Eh bien, ces fonds sociaux vont diminuer de moitié. J'allais conclure que pour moi, Macron et justice sociale relèvent de l'oxymore. J'allais vous dire tout cela et puis après tout, ai-je songé, c'est beau l'espoir. Ça fait vivre, il paraît. J'ai choisi de partager votre espérance. Je veux parier avec vous sur une conversion sociale, une conversion de la majorité. Certes, notre collègue communiste, Marie-Georges Buffet, a déjà plaidé cette cause ici même, à cette tribune, l'an dernier. Les élus En Marche l'avaient alors rejeté. Seuls contre tous. Seuls contre les communistes, seuls contre les insoumis, seuls contre les socialistes, seuls contre les républicains, seuls contre la droite, seuls contre la gauche. Qu'importe, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous devons continuer d'espérer. Nous devons maintenir notre foi en l'homme. Que vous a répondu la majorité en commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur? Que votre volonté est louable, qu'on ne peut qu'être d'accord avec les objectifs annoncés, que vous posez les bonnes questions, mais, car il y a forcément un mais, je cite la députée d'En Marche, vous posez les bonnes questions, mais pas au bon moment. Texto, vous posez les bonnes questions, mais pas au bon moment. Pas au bon moment pour qui? Pas au bon moment pour les premiers concernés? Pas au bon moment pour les personnes handicapées? Pas au bon moment pour Karine, Myriam, Nicolas, Christian, Stéphanie? Non, pas au bon moment pour le gouvernement. Pas au bon moment pour la majorité. Ces mesures arrivent, je cite toujours la majorité, de manière un peu anticipée. Pourquoi? Parce que des réflexions sont en cours, parce que, texto toujours, ces questions complexes et exigeantes doivent être traitées lors de futures grandes réformes que nous discuterons dans les 2 prochaines années. Il faut donc attendre. Attendre, nous dit-on, le projet de loi instituant un système universel de retraite? Ça va se faire rapidement, ça. Attendre le projet de loi instaurant un revenu universel d'activité qui sera présenté l'année prochaine? Là-dessus, il n'y a pas de procédure accélérée. Attendre la réforme sur le grand âge et l'autonomie? Attendre, attendre, attendre. Votre agenda, monsieur le rapporteur, l'agenda de sa assemblée, doit se caler sur l'agenda ministériel. L'urgence n'est pas sociale, mais sur l'urgence gouvernementale qui prime. Et c'est en l'occurrence une urgence d'attendre. Mesdames, messieurs d'En Marche, vous serez seuls à nouveau aujourd'hui. Sans doute. Seuls contre tous, seuls contre les communistes, seuls contre les insoumis, seuls contre les socialistes, seuls, je pense, contre les républicains, seuls contre la droite, seuls contre la gauche. Vous serez seuls, seuls à nouveau pour des raisons d'agenda. Aussi, je fais le même pari que vous, monsieur le rapporteur. Le pari qu'un seul parti aujourd'hui saura nous rassembler, celui de l'humanité. Ne nous décevez pas, collègues marcheurs, ne décevez pas à nouveau les Français, donnez-leur désormais des preuves d'humanité. Les débats sont certes passionnants et passionnés, mais avec beaucoup d'intérêt.
Bien sûr que le reste à charge en EHPAD est un vrai sujet. Mais est-ce qu'il doit être étudié là, lors d'une PPL de niche? Est-ce que cette question-là, on a une réponse? Moi, je ne crois pas. Nous partageons, chers collègues. Nous partageons bien sûr l'objectif crucial qui est d'aider les résidents à faire face à ce reste à charge qui, pour certains, est insupportable et j'en conviens bien. La loi Grand Âge et Autonomie, en ce moment qui est en train de se co-construire avec les différentes collectivités, les différents acteurs, nous sommes en pourparlers avec les départements, on est en pourparlers avec les associations, on ne peut pas faire sans eux, ce n'est pas possible. Donc, je vous demande, certes c'est compliqué pour vous tous, de nous faire confiance parce que c'est quelque chose qui sera interrogé dans la loi Grand Âge Autonomie et je voudrais répondre à Madame Dubié, qui dit qu'effectivement c'est un comment dirais-je, le crédit d'impôt c'est fiscal. Ben alors à ce moment-là, si c'est fiscal, ça ne peut pas être étudié ici, mais bien dans le cadre du PLF, parce que nous devons être tous responsables collectivement face à ça. Merci. La parole est maintenant à Madame Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. On croit rêver. On croit rêver. Je vais vous rappeler simplement que cet amendement-là était dans le PLF 2020. On l'a étudié ici. Alors là, je crois que vous êtes, franchement, vous vous ridiculisez. Donnez-nous d'autres arguments, mais pas celui-là. On l'a discuté en PLF 2020, on l'a mis au scrutin public. Tout le monde reconnaissait que c'était une bonne mesure. Et aujourd'hui, vous nous dites, non, non, c'est pas là, c'est pas dans une PPL, c'est dans le PLF. Mais on croit rêver, c'est une mesure fiscale. Vous avez raison. Et aujourd'hui, vous pouvez le voter et vous allez commettre une deuxième faute politique. Te dire à notre collègue de La République En Marche qu'une proposition de loi, c'est une proposition de loi. Et ce n'est pas une sous-proposition de loi parce qu'elle est présentée par une niche d'un groupe. Elle est aussi respectable que n'importe quel autre travaux de notre Assemblée. Voilà. Et la deuxième chose, la concertation. Mais madame, chers collègues, lorsque j'ai présenté la loi sur la hache, j'avais concerté, reçu toutes les associations. Sur cette question-là, monsieur le rapporteur a concerté, a une étude d'impact. C'est un travail sérieux. Donc arrêtez de nous dire il faut revoir plus tard, pour concerter. Positionnez-vous sur le fond, oui ou non, et pas simplement sur la durée. Monsieur le Président, je rejoins totalement les propos extrêmement fondés de notre collègue Marie-Georges Buffet. Madame la députée, il n'y a pas des propositions de loi de première et de seconde catégorie. Il n'y a pas ici des députés de première et de seconde catégorie. Il n'y a pas dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un ordre du jour de première catégorie et de seconde catégorie. Toutes les propositions qui sont examinées ici ont exactement et strictement la même valeur. Et vous ne pouvez pas donc, au risque non seulement d'insulter les oppositions, mais surtout au risque de neutraliser ce qu'est votre propre mission de député, considérez que vous n'êtes pas en droit de bouger le petit doigt sans que le gouvernement vous en ait donné la consigne. C'est ça le cœur du sujet, ce que nous touchons avec les niches parlementaires. C'est que non seulement vous niez le rôle des oppositions, mais par là même, vous suicidez votre propre rôle de parlementaire, car nous sommes à la même enseigne, vous et nous, que de pouvoir construire et fabriquer la loi. Quant à la forme, Madame la députée, nous sommes là pour travailler la forme. Si vous êtes si d'accord que cela sur le fond, il se trouve que vous avez comme nous un outil pour travailler la forme. Ça s'appelle les amendements. Vous auriez parfaitement pu, sur cet article-là, déposer un amendement qui aurait corrigé la forme qui ne vous convenait pas pour arriver à l'objectif final, qui est un objectif que nous partageons. Voilà la vérité de tout cela. Mais moi, ce qui me stupéfait à cet instant, et je n'imagine pas qu'il y ait un seul de nos collègues de La République En Marche qui ne l'ait pas à l'esprit, c'est que manifestement, vous n'apprenez rien de vos erreurs. Rien du tout. Absolument rien. Aujourd'hui même, ça n'est en nouveau la démonstration. Et je soupçonne que vous soyez quelques-uns à ne pas être si à l'aise que cela. Je voudrais prévenir les députés En Marche qui sont rentrés en cours de débat. Durant le débat, il y avait 5 députés En Marche sur ces bancs qui ont assisté aux différentes interventions, qui ont entendu les orateurs venir dire attention, vous allez être seuls. Il y a eu la proposition de loi de Marie-Georges Buffet la dernière fois, les marcheurs étaient seuls. Vous étiez seuls contre la droite, vous étiez seuls contre la gauche. Il y a eu la PPL Deuil, c'est produite la même chose. Nous venons dire attention aux députés qui n'ont pas eu l'opportunité d'assister à tous les débats. Vous allez vous prononcer là sur des choses qui concernent des centaines de milliers de personnes dans le pays.
Faites-le en votre âme et conscience. Toutes ces questions ont besoin d'être regardées dans leur globalité. C'est pour ça qu'elles seront vraiment traitées dans le projet de loi Grand Âge. Je vais juste réexpliquer notre vision des choses. Elle est peut-être différente de la vôtre, mais je suis désolée, elle se respecte. Nous rappelons encore une fois que cette allocation est un minima social, que c'est une garantie de ressources. Je ne le dis pas seulement pour vous, je le dis pour tous les citoyens qui nous regardent. Merci. L'AAH a été revalorisée pour atteindre aujourd'hui 900 €. Elle concerne 90% des bénéficiaires, soit plus d'1 million de personnes. Elle s'articule légitimement avec les solidarités familiales et c'est là notre vision des choses. L'AAH n'a pas vocation à compenser le handicap. Cette mission incombe à la prestation de compensation du handicap. Jamais un gouvernement n'a fait autant en faveur des politiques concernant le handicap. C'est 3 milliards d'euros depuis le début du quinquennat et de nombreuses mesures concrètes. Et je le dis en tant qu'ancienne aidante. Lors de la conférence nationale du handicap de mardi dernier, le président de la République a rappelé les 2 ans et demi d'action en faveur du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap, la reconnaissance de l'engagement des proches aidants et l'évolution du regard de notre société sur le handicap. Il a aussi annoncé 12 nouveaux engagements pour permettre à chaque personne en situation de handicap de choisir sa vie. Les enjeux sont nombreux. Réussir l'école inclusive, améliorer l'accès à la qualification et à l'emploi, prendre en compte le handicap dans le système universel de retraite, mais aussi et surtout continuer à structurer l'accompagnement avec des solutions construites collectivement, pour qu'enfin plus aucune famille ne se retrouve sans solution et pour donner tous les moyens de l'autonomie à chaque personne en situation de handicap. Tous mobilisés. Je vous remercie. Il y a les théoriciens de la justice sociale, au fond même les théoriciens de la politique avec un grand P, et puis il y a les praticiens. Il y a les théoriciens de la justice sociale, ceux qui empilent des mots, jettent des slogans, portent des éléments de langage, organisent des grandes conférences, en effet, et puis il y a les praticiens. Accessoirement, nous devrions être plutôt des praticiens de la politique et de la justice sociale. Et vous ne pouvez pas, comme vous le faites depuis tout à l'heure, empiler des mots les uns après des autres, revendiquer des slogans qui, lorsqu'ils ne se traduisent pas par des actes, restent des slogans creux. Et c'est ce qui est absolument insupportable, non seulement pour nous, mais aussi pour nos concitoyens, de vous entendre, la bouche en cœur, revendiquer des slogans, et lorsqu'il s'agit de passer aux actes, vous vous fracassez sur la réalité de ce que devait être la justice sociale. De quoi parlons-nous? Marie-Georges Buffet l'a parfaitement dit. Nous parlons non pas d'un minima social, vous commettez une erreur magistrale sur la vision de la société. Le handicap n'a rien à voir avec une mesure de minima social. Le RSA, c'est une mesure de minima social. Le handicap, c'est une fatalité de la vie qui n'est pas compensée par un minima social. Et vous avez raison de dire que nous divergeons profondément sur notre vision de la société. De la même manière, vous l'avez dit, vous considérez qu'au fond, ces personnes-là n'ont qu'à se débrouiller avec une pseudo-solidarité familiale qui n'existe pas toujours. Nous considérons, les uns et les autres, que dans un cas comme celui-ci, c'est l'honneur de la République que de compenser la fatalité de la vie, parce que le handicap, c'est la fatalité de la vie. Et vous avez raison, nous avons une vision profondément différente de ce qu'est la société, mais plus largement de ce qu'est la politique. Et voilà pourquoi, sur ce sujet-là, personne ne comprendra jamais que 48 heures après une grande conférence nationale, après l'empilement de 1000 slogans, vous soyez infoutus de passer aux actes sur une mesure qui, sur le fond, est une mesure de consensus. Voilà ce qui vous coûtera politiquement, mais ce qui vous coûtera aussi parce que cela fait mal à la démocratie. Il faut reconnaître que beaucoup a été fait depuis quelques mois et quelques années pour les personnes en situation de handicap. Il vous reste une chose à faire. Vous avez l'occasion de la faire là, en votant ces articles. C'est bien ce pourquoi nous voterons, nous, cet article. C'est le cœur de la loi qui est proposé aujourd'hui, de permettre qu'il y ait une autonomie des revenus de la personne handicapée qui ne soit pas liée à celle de son conjoint. Pour les députés, marcheurs notamment, qui sont arrivés dans l'hémicycle en cours de débat, je relirai le témoignage de Karine. Je suis paraplégique depuis 3 ans maintenant. Je n'ai pas droit à l'allocation adulte handicapé car dans mon petit commerce, mon mari touche 1 500 € par mois. Nous payons 990 € de loyer pour un logement adapté à mon fauteuil roulant.
Nous payons 150 € à ma fille en seconde année de fac pour sa chambre universitaire. Mon fils est à l'internat, 150 € par mois. Et je touche 0 € de la CAF car les revenus de mon mari débordent. Alors je souhaite que M. Macron cesse de compter les revenus du conjoint dans l'AAH. Avec ses calculs, il fait de nous des gens pauvres. On en a eu des tas dans nos permanences, dans nos boîtes courriels, sur nos pages Facebook, de ces témoignages. La réponse qu'on entend, c'est ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas encore dans l'agenda ministériel. Mais on n'a pas à attendre, Karine et compagnie n'ont pas à attendre. On entend que ça vient là de manière précipitée. Il y a 1 an maintenant, Marie-Georges Buffet a fait la même proposition de loi. Pour le moins, vous pourriez, sans vous avoir à accélérer comme sur les retraites, mais vous pouviez quand même travailler sur le sujet et revenir avec quelque chose sans qu'on ait à attendre à nouveau un projet de loi. Et on nous dit, mais non, c'est un minima social. Non, nous ne sommes pas d'accord. Là, sur la philosophie, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas un minima social, c'est une allocation d'autonomie pour permettre à la personne handicapée de vivre sans être dans la dépendance de son conjoint. Je vous alerte à nouveau. Vous serez seul dans cet hémicycle. Vous avez entendu l'UDI également. Vous avez entendu les communistes. Vous avez entendu la droite. Vous serez seul dans cet hémicycle. Mais le plus terrible, c'est que vous serez seul dans le pays. Ce que vous creusez, c'est le fossé entre le pays légal qui se trouve ici et le pays réel qui se trouve dehors. 69 votants exprimés, 63, majorité à 32, pour 35, contre 28. L'article est donc adopté. Nous passons maintenant à l'article 3. D'abord, je voudrais avoir l'avis de la ministre. Quand la députée de En Marche dit que c'est un minima social et que ça n'est pas une allocation d'autonomie, moi je voudrais avoir le point de vue du gouvernement pour qu'on sache si c'est une allocation d'autonomie ou si vous considérez ça juste comme un minima social. J'aimerais que la question soit tranchée. Par ailleurs, l'article précédent est passé. Il est passé contre le groupe En Marche. Il est passé parce qu'un certain nombre d'entre vous doivent être hésitants. On laissait flotter leurs doigts à ce moment-là. On préférait sortir. Moi, ce que je vous demande, chers collègues marcheurs, là, vous comprenez l'enjeu. L'enjeu, il est simple, c'est que des dizaines de milliers de personnes dans ce pays, de personnes handicapées, ne dépendent plus de leur conjoint quant à leurs revenus, qui ne voient pas leur allocation d'adulte handicapé supprimée quand le conjoint retrouve un travail ou pour permettre aussi une séparation, pour permettre de ne pas être dans la dépendance à l'égard de ce conjoint. Voilà l'enjeu de ces deux articles. Eh bien maintenant, vous avez une possibilité là, c'est la possibilité de l'humanité, de rejoindre le camp commun. De cette Assemblée, plutôt que d'être des malgré vous, parce que cet article, il risque de passer malgré vous. Eh bien, dites-vous que, bon, vous avez hésité, mais finalement, vous rejoignez le camp qui aujourd'hui va être majoritaire, je l'espère, pour que on puisse sortir les revenus des personnes handicapées d'une dépendance. Rejoignez-nous volontairement, plutôt que d'être dans l'abstention ou l'absence. Non. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Concernant cet amendement, Madame la Ministre, vous ne nous dites pas si vous considérez l'allocation adulte handicapé comme un gage d'autonomie pour la personne ou comme un minimum social. À ce sujet, l'association APF France Handicap indique ceci. Il insiste sur le fait que l'allocation adulte handicapé est attribuée sur la base de critères médicaux et que son octroi se fait à partir du constat de la reconnaissance d'une incapacité durable et substantielle du bénéficiaire créatrice de handicap. Et il est évident que ce n'est pas parce que les revenus du conjoint augmentent ou que soudain on se met en couple que ce handicap disparaît. Donc l'allocation qui est liée à ce handicap, qui permet l'autonomie financière en partie pour la personne handicapée, ne disparaît pas quand on se met en couple, par exemple. Une fois encore, je pense que les débats doivent être portés de manière beaucoup plus globale et que ce n'est pas ici, à ce moment même, est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui? On est en pleine concertation, sur une loi grand âge et autonomie. Et vous savez tous très bien,
comment ça se passe, la construction d'une loi. On ne peut pas, à un moment donné, faire sans les partenaires. Je le répète. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, je décrète et je fais. Là, on est en pleine co-construction. Et pour ce qui est de la PCH, c'est quelque chose qui sera effectivement réinterrogé lors de la loi Grand Âge et Autonomie. Madame Dubié l'a très bien dit. La loi de 2005 prévoyait déjà que cette barrière d'âge de 60 ans devait être augmentée. Ça n'a pas été fait. Le rapport d'IGAS de 2016 est très clair sur le sujet aussi. Je comprends bien, Madame la Ministre, la volonté d'attendre un rapport en juin. Peut-être est-il venu le moment d'envoyer un signal et de passer de cette barrière d'âge de 60 à 65 ans et que peut-être la conclusion de votre rapport sera-t-il de dire qu'il n'y a plus du tout de barrière d'âge et ce sera peut-être la bonne des conclusions, mais envoyons un signal aux associations qui demandent cette levée de barrière d'âge qui est quand même une profonde injustice à l'heure actuelle. On va refaire un petit peu d'histoire. Nous sommes en juin 2018. En juin 2018, au Congrès de la Mutualité, le président de la République, je le cite, s'engage à ce qu'une loi sur le financement de la dépendance soit votée avant la fin de l'année 2019. Nous sommes en juin 2019 cette fois-ci. Discours de politique générale du Premier ministre. Et je cite, ouvrez les guillemets, la ministre de la Santé présentera d'ici la fin de l'année, soit avant le 31 décembre 2019, un projet de loi qui définira une stratégie et la programmation des moyens nécessaires pour prendre en charge la dépendance. Si je vous rappelle ça, c'est que cette loi dépendance, on l'attend depuis très longtemps. Très longtemps, et pas seulement depuis 2 ans. Sauf que des engagements ont été pris en 2018, en 2019, et que donc, si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une occasion d'avancer. On l'a perdu sur le reste à charge pour les personnes modestes. Je le regrette parce qu'on avait là l'occasion de réparer encore une fois une injustice et qui aurait pu être complémentaire de la loi dépendance qu'on attend, qu'on aura peut-être au vu de ce que je viens de dire. 65, votants 62 exprimés, majorité à 32, pour 40, contre 22. Il est donc adopté. Vous dire ma fierté, notre fierté commune, j'espère, de participer aujourd'hui à une avancée vers l'autonomie des personnes handicapées. La première fois que j'ai participé à un débat dans cet hémicycle sur ce sujet, c'était pour la proposition de Marie-Georges Buffet l'an dernier. Et je le redis, toute l'Assemblée était pour, sauf le groupe En Marche. Aujourd'hui, soyez pas des mauvais perdants. Soyez des bons gagnants. Des bons gagnants avec Karine, avec Christian, avec Serge, que j'ai évoqué dans le fil du débat. Ce sont eux les vrais gagnants aujourd'hui. Ce n'est pas Liberté et Territoire, ce n'est pas la France Insoumise, ce n'est pas les Républicains. N'annulez pas sur un dernier vote tous les votes qui se sont déroulés précédemment, article après article. Mais surtout, là, vous pouvez, à la place de vous isoler du reste du Parlement et à la place de vous isoler du reste de la France, vous pouvez rejoindre le pays. Faites-le, faites-le. Possible. Je mets donc aux voix la proposition de loi en vous priant de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 79 votants, 75 exprimés, majorité à 38, pour 44, contre 31. Elle est adoptée. Pendant 5 minutes. Pendant j'ai un train, mais je sors juste de l'hémicycle là où pour la première fois on passe un texte contre les marcheurs. Mais ils ont mené une guerre de tranchées que je trouve pas digne de mon point de vue jusqu'à la dernière minute puisqu'ils ont demandé une suspension de séance quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas assez nombreux, que les troupes n'étaient pas motivées pour voter contre la proposition de loi. Mais on a un texte qui est finalement passé, notamment sur le fait que l'allocation adulte handicapé maintenant sera plus liée aux revenus des conjoints. Et c'est vrai que moi j'ai vu passer des gens à ma permanence qui m'avaient alerté là-dessus et que voilà, c'est une petite satisfaction aujourd'hui pour ces personnes. Et que je regrette vraiment que sur un texte comme celui-là, la majorité n'ait pas dit bon, écoutez, puisque toute l'Assemblée est pour, les communistes, les socialistes, les UDI, la droite et puis la Liberté et Territoire qui faisait la proposition de loi, je regrette que simplement les marcheurs ne se soient pas rangés au camp de l'humanité. Maintenant, ça doit être variable, puisqu'il doit y avoir eu des attitudes individuelles. Si c'est passé, c'est qu'il y a un paquet de gens qui n'ont pas accepté de venir dans l'hémicycle. Il y en a d'autres qui étaient dans l'hémicycle, mais qui ont mis les mains dans le dos au moment du vote. Il y en a peut-être qui ont voté pour, il faudrait regarder. Il y en a qui ont peut-être voté abstention. Mais on voit que, voilà, en tout cas,
la voix officielle de En Marche était encore contre. Il faut attendre plus tard, on verra plus tard, il va y avoir une grande loi. Mais l'ensemble des groupes a dit on en a marre d'attendre vos promesses, alors que quand c'est pour les retraites, par exemple, ça passe par procédure accélérée, quoi. Marie-Georges Buffet avait fait la proposition il y a un an. Bon, allez, maintenant il faut que je file pour mon train.